J comme justice. Présenté par Melvin Morin. J comme justice, le podcast de l'association de l'Université d'Orléans Justice. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 4e épisode de J comme justice. Nous sommes en avril 2026 et tout de suite, le programme du jour. La Just Interview. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Alexandre Bigot-Joly, avocat au sein du cabinet Influxio Avocat, spécialisé notamment en droit de l'influence, des médias, de la musique, de la publicité, ainsi qu'en propriété intellectuelle et e-réputation. Bonjour Maître, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Merci beaucoup de cette invitation. Merci en tout cas à vous d'avoir répondu positivement. Je précise pour ceux qui nous écoutent que donc vous êtes avocat en France, mais également en Belgique, hein, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. On est inscrit, enfin, je suis inscrit sur la liste E du barreau de Bruxelles qui permet aux avocats ressortissants de l'Union européenne d'être inscrits comme un peu une sorte de barreau secondaire à Bruxelles, du coup. Alors, on va parler de votre métier, de votre quotidien en matière professionnelle, mais également de votre spécialité dans le domaine juridique, afin d'éclairer ceux qui nous écoutent quant à votre profession, et puis qui sait, hein, peut-être donner envie aux étudiants de pratiquer votre métier plus tard. Donc, on va découper cet entretien en 3 parties. On va commencer tout de suite avec la première partie concernant votre parcours ainsi que votre métier. Très bien. Bah, j'ai un parcours, comme beaucoup d'avocats et de juristes, parcours universitaire. On ne sait pas forcément effectivement vers quelle spécialité on veut tendre, donc un parcours assez généraliste en droit privé, une licence à l'Université de Paris 2 et ensuite un master en droit privé. J'ai fait un master 2 un petit peu différent en droit de l'immobilier avant de revenir sur des sujets qui m'intéressaient peut-être davantage et j'ai eu ensuite la chance de faire des premières expériences professionnelles, notamment vers des stages dans le cadre du CAPA, au sein de structures de droit privé et de droit pénal des affaires, ce qui fait que voilà, il y avait une représentation, une défense de personnalité notamment, et c'est ce qui a un peu fait émerger l'idée de créer un cabinet spécialisé dans la défense des personnalités en lien avec les réseaux sociaux notamment. Alors, j'ai fait beaucoup de stages durant ma scolarité parce que j'ai eu des années où on va dire que j'avais un petit peu plus de temps que d'autres pour faire des stages. Donc, j'ai, dès la 2e année, fait des stages de manière très régulière, principalement auprès d'avocats indépendants en droit privé, en droit de l'immobilier. Voilà, ça peut être des stages de 3 mois, des stages de 6 mois par-ci, par-là. Euh, j'ai privilégié plutôt des petites structures dans ce cadre-là parce qu'il y avait un accès privilégié à l'avocat. Donc, on était rapidement sur des rédactions d'actes, on pouvait assister à des rendez-vous clients ou autres. Et c'est ce qui m'a vraiment, ce qui m'aide aujourd'hui, en tout cas, dans ma pratique quotidienne. C'est-à-dire que quand je me suis effectivement lancé à mon compte, j'avais déjà en fait cette pratique de la gestion du client. L'avantage de travailler dans un petit cabinet, c'est qu'on voit en fait toutes les facettes du dossier, y compris la comptabilité presque et le secrétariat si je vulgarise. Donc j'ai fait des stages comme ça jusqu'en master 2 et c'est en master 2 que j'ai passé le CAPA. Ensuite, enfin le CRFPA plutôt. Et mon premier stage en administration, je trouve que c'est intéressant de faire un stage j'étais en collectivité, j'étais à la direction des affaires juridiques de la ville de Paris, rattaché au pôle du droit privé et du droit pénal. C'est-à-dire que tout ce qui était protection fonctionnelle des fonctionnaires, tout ce qui était en lien, on en a beaucoup entendu parler dans le cadre de l'élection municipale sur des infractions que pouvaient subir notamment des mineurs dans des conservatoires, dans des crèches ou autres. Voilà, tout ça, c'était les sujets un peu de la direction des affaires juridiques. Et puis, il y avait aussi toute la protection du patrimoine immatériel de la ville de Paris. Donc, c'était très, très intéressant comme expérience. Donc, je recommande à tous les étudiants qui ont le CRFPA de faire au moins des stages, soit en administration, en juridiction. Voilà. Je pense que c'est intéressant. Et puis l'autre stage que j'ai fait, je l'ai fait dans un cabinet pénaliste, affairiste pénaliste parisien bien connu sur la place, qui était très formateur aussi. D'accord, oui, donc effectivement, oui, à la fois en cabinet d'avocat et en administration, donc ouais, c'est Oui, assez... tout à fait. D'accord, pas de souci. Alors, on va parler
maintenant plus, enfin, on va plus rentrer dans le détail, entre guillemets, en ce qui concerne votre métier. Simplement, juste avant, qu'est-ce qui vous a, vous, amené, premièrement, à devenir avocat et surtout à vous spécialiser finalement dans ce domaine? Avocat, je dirais que c'est le hasard parce que on m'a toujours dit, fais du droit, si tu sais pas trop quoi faire, tu verras où ça te mène. Et puis, je pense que les années passant, le droit devient intéressant. On se rend compte qu'il y a aussi 1000 manières de faire du droit dans sa pratique professionnelle, comme il y a 10 000 manières d'exercer le métier d'avocat. Donc, c'est en fait le choix de ne pas faire vraiment de choix, je pense, qui m'a poussé vers ce métier. Et sur le domaine précis, voilà, je pense qu'on fait partie d'une génération où on a plus ou moins grandi avec ces outils numériques, ces réseaux sociaux. C'est quelque chose avec lesquels on est très à l'aise. Du coup, comment dire, tous les gens qui se retrouvent à avoir des problématiques en lien, enfin, qui ont créé des activités en lien avec les réseaux sociaux sont des gens de nos générations. Quand je dis, voilà, on peut avoir un écart d'une demi-génération, mais d'une manière générale, c'est un entourage assez jeune. Et c'est ce qui fait qu'il y a une forme de proximité avec ces clients-là qui est plus facile aussi dans l'approche. Je pense qu'il y a une confiance mutuelle qui se crée aussi du fait de cette connaissance un peu réciproque des mêmes sujets. Et progressivement, un client en amenant un autre. Voilà, après, j'avais un entourage aussi qui travaille dans ces domaines-là. Et qui m'a aussi qui arrivait à des premières années un peu de carrière ou autre, et c'est ça qui a fait aussi que on a pu se développer dans ce domaine-là, auprès notamment des agences de publicité ou autres, quoi. D'accord, ok. Ok. Donc ouais, c'était pas forcément, enfin vous étiez pas forcément destiné à devenir avocat, mais avec l'entourage et puis en même temps Oui, c'est ça. ce Alors, goût. j'ai pas du tout une famille de juristes ni d'avocats, même si j'ai un, un confrère enfin, dont on porte le nom et qui fait beaucoup de droit de la presse. On m'a régulièrement demandé si j'étais de la même famille que lui, mais non. Du coup, c'est à la fois l'entourage en fait qui est plus en lien avec la communication, la création, etc., et qui n'a pas d'avocat forcément référent quand ces activités se lancent. Et rapidement, c'est un peu comme ça qu'on peut devenir l'avocat de l'un, l'avocat de l'autre. D'accord. Alors, bon, même si vous êtes avocat et que normalement ceux qui nous écoutent savent à peu près en quoi consiste votre métier, est-ce que vous pouvez nous dire globalement donc en quoi consiste votre métier et quelles sont vos missions au sein de votre cabinet? Alors, mon métier, nous, on fait au sein d'Influxio, on fait plus de conseils quand même que de contentieux parce que on intervient beaucoup en amont des dossiers. Alors, quand il y a du contentieux, on le traite bien évidemment. Mais notre activité quotidienne, nos clients, ça va être principalement des entreprises en matière de communication influence, des agences de publicité, des agences qui gèrent des talents de réseaux sociaux. Ça peut être aussi des entreprises qui veulent faire la promotion de leurs produits ou de leurs services sur Internet, par exemple. On va avoir aussi toute une clientèle en lien avec l'audiovisuel et la musique, donc des labels de musique ou des sociétés de production audiovisuelle. Et puis avec les labels de musique, on a aussi des artistes que l'on conseille ou des beatmakers, ce type d'auteurs aussi. Et on va les conseiller sur toutes les opérations quotidiennes de leur activité. Ça va être des contrats, ça va être des conseils. On a un peu ce rôle presque conseil business au-delà de l'aspect juridique aussi sur certains sujets, de la résolution de crise aussi. De la gestion de problématiques e-réputation, parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de sujets comme ça. Donc, quand c'est en lien avec ça, ça peut être des plaintes, des actions au civil ou au pénal pour poursuivre des éventuels auteurs d'infractions. Euh, Toute cette typologie d'action. Et puis à côté, on va avoir des litiges purement commerciaux sur des impayés, sur des coproductions en matière musicale dans lesquelles il y a des problèmes ou voilà, des agences qui se mettent ensemble pour répondre à des appels d'offres. Et puis finalement, il y a des difficultés qui naissent, beaucoup de questions aussi de gestion sur les droits d'auteur. Qu'est-ce qui appartient à quoi, à qui, pourquoi, quelle est la répartition, etc. Donc ça, c'est la partie contentieuse aussi qui peut naître de l'activité de conseil, quoi. Mais en fait, on est en amont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de contentieux en théorie sans conseil. C'est-à-dire que même le contentieux se prépare aussi en amont et donc c'est comme ça qu'on peut intervenir, quoi. D'accord. Oui.
Histoire d'éviter éventuellement un contentieux judiciaire. C'est ça. Après, il y a des contentieux qui sont malheureusement inévitables, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience que plus on peut éviter d'aller devant les tribunaux, mieux c'est, du fait des délais notamment. Oui. Notamment, c'est notamment pour ça qu'il y a pas mal de conciliations qui deviennent Tout obligatoires. à fait. Tout à fait, tout à fait. Et alors, ça fait combien de temps finalement que vous exercez dans ce domaine? On a créé le cabinet en 2021. Ah oui, d'accord. Donc, on entre dans la cinquième année. Oh, c'est tout récent. C'est tout récent. Enfin, C'est tout ça récent. reste tout récent. On a Ouais, ouais, non, c'est tout récent. On a débuté avec mon associé Raphaël Molina, euh, qui a lui des compétences euh, plus contentieuses peut-être que les miennes initialement, qui avait fait des cabinets plus contentieux avant. Et on a commencé du coup comme ça à deux l'expérience. Et puis maintenant, on s'est développé. On a un nouvel associé, on a des collaborateurs et on a progressivement grandi. Après, on reste effectivement une petite structure, mais c'est aussi une volonté de rester un peu une forme de boutique dans notre domaine. Euh, voilà. Une structure à taille humaine finalement. Oui, c'est ça. Après, peut-être qu'on sera le triple dans 10 ans, mais en tout cas, c'est vrai qu'on avance progressivement, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite finalement de développer votre structure. Merci. Pour vous, est-ce qu'il existe, même si effectivement c'est une profession qui est assez multiple et qui a finalement ses activités extrêmement différentes, est-ce que pour vous il existe une journée type dans l'exercice de la profession, en tout cas de votre profession? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous la donner ou alors sinon est-ce que vous pouvez... Il existe un cadre type à cette journée. Après, c'est vrai que les missions dedans peuvent varier. Vous voyez, par exemple, ce matin, j'avais pas prévu de faire un aller-retour au tribunal aujourd'hui pour déposer une déclaration d'appel dans le cadre d'un client qui m'a appelé parce qu'il a été condamné hier un procès correctionnel, dans un procès correctionnel pour des faits à dimension internationale. Je ne savais pas que j'allais travailler avec ce client hier et aujourd'hui, la déclaration d'appel, je n'avais pas forcément prévu d'aller me déplacer au tribunal pour le faire. Donc il y a des choses comme ça qui arrivent. Après, on est quand même beaucoup effectivement en cabinet. On reçoit des clients. Généralement, nos rendez-vous sont quand même prévenus au moins 48 heures à l'avance. Après, il peut y avoir des urgences aussi qui arrivent. Et c'est vrai qu'il y a toute la journée un flot de mails à traiter. Donc avec parfois des journées type entre traiter les sujets de la veille, faire des propositions, des devis, on va dire assez vulgairement, ou répondre aux nouvelles demandes. Ça remplit quand même une bonne partie de la journée. Puis après, il y a toujours les sujets juridiques à traiter en parallèle. Le management aussi, puisque maintenant on a quand même des collaborateurs, des élèves avocats qui sont là au quotidien. Donc c'est vrai que de travailler à deux, c'est plus la même chose que de travailler à 10. Donc ça change, ça change un peu. Pas de journée type, mais quand même, on est régulièrement au cabinet. Puis après, il y a des audiences ou des auditions à droite à gauche dans des dossiers, quoi. Oh, vous bougez un peu, quoi. Oui. Et alors, dans le cas de votre profession, vous avez un peu évoqué effectivement le sujet lors de votre réponse. Quels sont finalement les dossiers qui sont les plus couramment traités par votre cabinet? Les plus couramment traités, ça va être les dossiers de conseil en matière contractuelle. Relire beaucoup de contrats qui sont soumis à nos clients ou drafter des contrats ou rédiger des contrats. C'est des points, souvent des contrats en matière de communication. Qui s'engage à faire quoi, sur quelle plateforme, euh, avec quelle fréquence, quel est le message à diffuser, etc. Ça va être quand même une bonne partie de notre activité quotidienne. Et alors, par rapport justement aux dossiers qui sont traités par votre cabinet, est-ce que vous avez une affaire qui vous a marqué depuis que vous exercez? Euh, oui, il y en a plusieurs. Il y a en matière pénale, cyberharcèlement, une des premières affaires qu'on avait traitées assez rapidement après le lancement du cabinet, c'était un jeune homme qui était sur TikTok et qui s'était attiré les foudres de l'ensemble de la communauté TikTok en France, je pense, parce qu'il avait tenu des propos ou fait des choses inappropriées. Effectivement, c'est-à-dire qu'on se rend compte que il y a des jeunes de 17, 18, 19 ans qui ne peuvent plus sortir de chez eux en fait quand c'est comme ça parce qu'ils sont connus dans leur ville mais aussi dans d'autres villes, à Paris ou autres. Et c'est vrai que ça avait été un dossier assez emblématique puisqu'on on l'avait défendu, il avait été invité sur des plateaux de télé pour s'expliquer, etc. C'était assez difficile dans la mesure où il faut apprendre à gérer à la fois
les autres, et puis à la fois son propre client. Souvent, son propre client peut-être son son plus grand ennemi. Et c'était un peu difficile de gérer ça parce que la viralité des réseaux sociaux fait que la moindre parole ou le moindre geste est amplifié terriblement. Donc après, ça a effectivement heureusement donné lieu à un procès en cyberharcèlement, au doxing aussi pour de la révélation de données à caractère personnel qui mettent en danger la vie d'autrui, incitation à la haine, discrimination, etc. Donc il y avait eu une quinzaine de prévenus qui avaient été euh, qui s'étaient retrouvés devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits-là. Mais c'est vrai que c'est un dossier assez marquant, un dossier assez marquant au début de l'activité. Après, des dossiers, on en a. Je pense si vous avez interrogé d'autres avocats, je pense que toujours des dossiers aussi farfelus peuvent parfois être marrants. Des dossiers, voilà, on peut se retrouver dans des auditions devant des gardes forestiers au fin fond de l'Ardèche pour des survols de parcs nationaux avec un drone. On peut ouais, des choses un peu comme ça, des choses un peu atypiques. On peut se retrouver à. Si dans la musique, il y a des dossiers intéressants parce qu'on a quand même des clients qui sont exposés, qu'on pouvait peut-être écouter il y a 5 6 ans à titre personnel sur Spotify et autres, et on se rend compte que, enfin, on est appelé ou amené à travailler avec eux aussi sur des sujets. Donc ça, c'est des choses qui sont, c'est des dossiers qui sont intéressants. Voilà. Après, ça fait partie aussi de notre choix, enfin de mon choix en tout cas, de plutôt faire ce type de matière-là en lien avec la création, parce qu'à titre perso, j'aime bien ça. Euh, voilà. Ok, et selon vous, quelle partie et quelles situations dans le cadre de votre travail peuvent être considérées ou peuvent s'avérer comme étant difficiles ou complexes? Ce qui est difficile, c'est quand en face, on a des clients qui sont particulièrement éprouvés par des situations personnelles ou professionnelles qu'ils traversent. Après, voilà, il y a d'autres confrères qui interviennent en matière pénale, en matière familiale, en matière de droit du travail, en matière de droits étrangers, où ils sont également confrontés à des situations particulièrement lourdes. En tout cas, voilà. Mais c'est vrai que c'est des situations qui sont difficiles parce qu'on sent qu'on a enfin, on a nécessairement conscience de l'impact qu'on peut avoir positif comme négatif et un réel rôle de soutien psychologique même parce qu'il y a une réalité, c'est enfin, la temporalité judiciaire qui n'est pas forcément la même que quand vous avez un problème, vous souhaitez qu'il se règle tout de suite. Euh, on a moins la facilité qu'un médecin à dire voilà, prenez ce traitement et ça ira mieux dans une semaine. Là, c'est vrai que c'est des procédures pénales qui vont prendre du temps, c'est des actes d'enquête qui vont être longs, c'est voilà, des consignations à effectuer, mais il faut attendre des ordonnances. Voilà, c'est tout un tas de documentation et de délais qui font que c'est long. Après, les délais imposés par les tribunaux sont ceux qui sont parce qu'il y a un engorgement dont on parlait au début. Et puis, il y a aussi, dans certains cas, notamment en matière pénale, il faut un temps des enquêtes. C'est normal, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir avoir la solution rapidement. C'est-à-dire qu'en tout cas, d'avoir des solutions rapides, c'est pas forcément les solutions qui garantissent mieux les droits de la défense ou autres, ou la manifestation de la vérité. Donc, ça a aussi son intérêt même dans l'esprit des gens, voilà, peut préparer à une éventuelle solution ou autre. Donc, il y a du bon, effectivement, dans ces délais, et même dans ces délais de prescription, mais il y a aussi du mauvais pour les gens qui sont victimes ou qui attendent en tout cas une réponse judiciaire forte quoi, et rapide. Et dans ce cadre, enfin dans ce genre de situation ou dans des dossiers sensibles comme celui que vous avez abordé notamment un peu plus tôt, euh, comment est-ce que vous arrivez à gérer le stress ou la pression qu'il peut y avoir? Alors déjà, l'avantage, je pense que de travailler, enfin d'avoir un ou plusieurs associés, mais sur lequel on peut se reposer, c'est aussi important de pouvoir partager, je pense, dans le cadre de son activité professionnelle, ses sources de stress ou d'angoisse avec quelqu'un qui comprend aussi ce métier-là et qui partage au sein d'un même cabinet les choses. Je pense que enfin, j'admire ceux qui sont avocats indépendants et qui interviennent sur des sujets comme ça. Vous me direz, tous les sujets peuvent être stressants à partir du moment où il y a des délais et des enjeux financiers ou autres. Mais en tout cas, pour ma part, c'est vrai que le fait de pouvoir travailler en équipe, c'est quelque chose qui est important. D'accord. Et puisque on parlait aussi de gestion du stress, etc. Pour vous, quelles sont finalement les qualités et les compétences qui sont indispensables pour réussir, d'après vous, dans ce domaine? Je pense alors quand on dit réussir, c'est réussir.
réussir à gagner, ou enfin réussir professionnellement ou réussir à fonder un cabinet durable. Parce que c'est pas forcément la même chose. Plutôt réussir, réussir dans le domaine, enfin, à être un bon avocat, on va dire plutôt, avec Je des pense que guillemets. ouais, je pense que pour être un bon avocat, il faut quand même il faut quand même gagner des procédures, parce que c'est comme ça qu'on peut quand même juger la qualité d'un travail d'un avocat. C'est-à-dire que si on n'est jamais confronté au contentieux, on n'est jamais réellement confronté à son réel niveau. Ça, c'est une chose. Après, on peut aussi voir sa qualité en voyant quelles sont les situations conflictuelles qu'on arrive à résoudre sans que ça aille au contentieux. Je pense que ça fait partie des qualités, c'est d'être assez à la fois diplomate, mais aussi assez ferme dans certaines situations. Aussi bien ferme dans le cadre de négociations qu'on peut mener que ferme avec son client pour savoir aussi dire stop et savoir dire. C'est vrai que plus on débute et plus on est jeune, plus on peut avoir tendance au début euh, pas à se faire prendre la main, mais à plutôt aller nécessairement dans le sens du client, même si c'est en réalité pas forcément dans son intérêt. Je pense que plus on prend en expérience, et j'ai encore énormément d'expérience à prendre, plus on peut être capable de dire, bah, écoutez, c'est ma stratégie, si c'est pas la vôtre, et si vous la partagez pas, en tout cas, moi, voilà, je poursuis pas dans le dossier. Je pense qu'il faut, ça demande un certain courage et un certain recul, et je pense que progressivement, un confrère qui a 10 ans d'expérience de plus que moi vous dira la même chose, mais à plus intense, et quelqu'un qui est en fin de carrière vous dira que c'est un sujet sur lequel il faut même pas lésiner, je pense. Donc voilà, on apprend progressivement, quoi. Et pour les professionnels qui sont donc susceptibles de nous écouter pour fonder un cabinet entre guillemets durable ou en tout cas pour se lancer en indépendant, est-ce que vous avez des conseils? Je pense que ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il y a une concurrence qui est ahurissante, parce que tout le monde lance son activité à titre perso. Ça fait écho aussi à ce qui se passe dans le privé où tout le monde devient freelance. Donc, pour quelqu'un qui souhaite se lancer, il faut soit effectivement un bon réseau, soit savoir bien manier les outils de communication, euh, effectivement avoir un beau site internet, c'est bien, mais est-ce qu'il est vraiment efficace ou autre, c'est une autre paire de manches. Euh, il faut savoir créer un peu la différence, connaître très bien sa cible et son marché, et savoir bien naviguer dedans. Je pense qu'il faut être identifié. Il faut être identifié. C'est difficile d'être généraliste en 2026, mais d'un côté, un client attend aussi à ce que dans sa niche, vous soyez généraliste. Donc c'est toute la problématique d'être suffisamment restreint, mais suffisamment compétent pour toucher un peu tout. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses sur cette première partie. Maintenant, on va donc passer à la partie qui est plus relative à votre spécialisation, qui est un sujet qui est par ailleurs très actuel, hein, donc tout ce qui est le droit de l'influence et le droit de la propriété intellectuelle. Pour celles et ceux qui nous écoutent, je précise que lorsqu'il sera question de ce qu'on appelle le droit de l'influence, ce sera notamment rattaché à l'activité d'influenceur sur les réseaux sociaux et aux obligations légales qui en découlent. Et cela m'amène justement à vous poser la première question de cette deuxième partie. Juridiquement, comment est-ce qu'on définit un influenceur? Alors, un influenceur, c'est quelqu'un qui va disposer d'un pouvoir d'influence, d'impact sur une communauté, sans que la loi, effectivement, ait voulu retenir une taille de communauté spécifique, et qui va, en échange d'un produit ou d'un service, donc quand on dit produit, un- ça peut être une rémunération financière, assurer la mise en avant de ce produit ou de ce service euh, avec globalement des indications assez relativement précises pour parler de ce produit ou de ce service. Donc il y a cette question de contrepartie. D'accord. Alors, puisque l'influenceur est un sujet de droit finalement, et en plus vous avez commencé à parler d'obligations un peu légales, ou en tout cas de ce que la loi retient comme au sens de communauté, quelles sont les obligations légales auxquelles l'influenceur doit se conformer? Alors, la principale obligation, c'est d'informer sa communauté lorsqu'il prend la parole sur un produit, un service, une expérience. Il doit informer sa communauté du caractère commercial de cette prise de parole si tel est le cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas induire en erreur le consommateur en laissant penser euh, qu'on a simplement acheté nous-mêmes le produit pour le tester, ou qu'on est venu à cet endroit simplement parce qu'on trouvait ça beau. Si on a été invité
un Grand Prix de Formule 1, si on a été convié une semaine dans un hôtel, etc., et qu'on n'a pas payé pour parce qu'on est venu du fait de notre qualité et notre audience, on va dire, effectivement, là, il faut pouvoir préciser les choses. Euh, il faut pouvoir préciser que c'est pas simplement du contenu organique, on va dire. Alors justement, comme vous parliez du fait de ne pas tromper son consommateur, ça m'amène à poser une question que je comptais vous poser un peu plus tard, mais je pense que ça fait une bonne transition. On a récemment vu, enfin récemment et moins récemment, vu certains créateurs de contenu faire la promotion de marques qui peuvent être douteuses, ou encore Mhm, vanter les mérites d'un produit qui sont issus de pratiques commerciales, sinon illégales, en tout cas pardon, critiquables, comme par mhm, exemple le dropshipping. Et au regard de tout ça, les créateurs de contenu, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou encore sur YouTube, mhm. pour vous, est-ce qu'ils sont suffisamment informés de leurs obligations? Alors, au moment où la loi est promulguée, c'est-à-dire en 2023, pas nécessairement. C'est-à-dire que ce sont des textes qui, pour la plupart, sont anciens et se retrouvent déjà dans le code, enfin, dans le code de droit de la consommation. C'est-à-dire que ce pas des textes qui ont été créés par la loi de juin 2023. Pour autant, ce sont quand même des textes sur lesquels, effectivement, je pense qu'ils n'avaient pas réellement de connaissances avant. À partir du moment où il y a eu la loi, il y a une fédération qui s'est mise en place. Bercy s'est aussi emparé du sujet. Il y a eu des guides d'influence responsable. Il y a des autorités de régulation de la publicité qui se sont emparées du sujet, qui ont mis en place un certificat d'influence responsable qu'aujourd'hui énormément d'annonceurs demandent. Si vous voulez vous travailler avec Carrefour, avec L'Oréal, avec voilà, tous ces grands groupes français, demandent à ce que le créateur de contenu ait par exemple ces certifications qui normalement donc, ce sont des modules qui sont en ligne plus ou moins longs ou autres, mais qui normalement alertent en tout cas principalement sur ces obligations-là. Donc aujourd'hui, c'est assez difficile de dire qu'on n'est pas au courant. Sincèrement, c'est assez difficile. Après, il y a toujours des zones grises, hein. Tout n'est pas commercial, pas commercial. Il y a toujours, est-ce que là, j'ai été invité, mais j'ai payé mon billet d'avion. Voilà. C'est toujours un peu parfois compliqué, mais d'une manière générale, tout le monde est en tout cas alerté sur ces sujets. Et justement, au-delà du fait que les pouvoirs publics se soient emparés aussi de la question et des problématiques que ça soulève, et la fameuse loi de juin 2023 dont vous avez parlé, est-ce que vous avez observé entre donc, le début de votre activité en 2021 et aujourd'hui une évolution vraiment significative de la réglementation en France et en Euh, Belgique? Oui, parce qu'il y a une contractualisation très forte aujourd'hui, puisque dès 1000 euros concrètement de partenariat, il faut faire un contrat. Donc, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'intermédiaires et beaucoup d'acteurs dans ce système, entre l'influenceur, et on va reprendre l'exemple de L'Oréal, il va y avoir peut-être un représentant de l'influenceur qui va lui-même contractualiser pour le compte de l'influenceur avec une agence intermédiaire qui va être spécialisée en influence marketing, qui va elle-même avoir été mandatée par une agence plus généraliste de communication pour la partie influence et qui va elle-même avoir été mandatée par Publicis, qui est elle-même a pour client Carrefour. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois qu'il y a cet intermédiaire, il y a nécessairement des contrats qui sont signés. Et comme il y a des chaînes de droit, notamment, est-ce que les contenus sont transmis, est-ce que on peut médiatiser le droit à l'image, etc. Comme le client final veut s'assurer de bien payer pour ce qu'il a, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur des budgets qui sont importants en influence. C'est-à-dire que si vous mettez 100 000 euros sur une série de 3 vidéos, vous voulez être sûr de pouvoir faire ce que vous pensiez faire avec ces 3 vidéos. Donc c'est pour ça que les contrats se répercutent un peu en cascade d'acteur en acteur, quoi. Ok. Et alors, parmi toutes les notions qui sont rattachées finalement au droit de Mhm. l'influence, je dis beaucoup finalement, il faudrait peut-être que je règle ça. Euh, Il y a une notion qui est non pas plus ancrée que les autres, mais qui effectivement a une importance capitale pour les influenceurs, c'est la notion de réputation en ligne. Comment Mhm. est-ce que cette notion-là, en plus d'avoir défini la notion d'influenceur, vous la définiriez vous? D'avoir de l'influence en ligne, c'est euh, pouvoir s'asseoir à mon sens, hein, pouvoir s'asseoir sur une communauté euh, dont on va pouvoir inspirer ou guider un petit peu ou conditionner certains choix.
c'est-à-dire d'inciter à se rendre à tel événement, d'inciter à tester tel produit, à boire telle boisson, un petit peu comme un sportif de haut niveau qui est suivi par des fans ou un artiste. L'influenceur va pouvoir avoir un impact sur les choix de sa communauté du fait de certaines prises de parole, quoi. Et cette réputation en ligne n'étant pas exempte de défauts, hein, on sait aujourd'hui que de nombreux influenceurs sont victimes de harcèlement en ligne. Justement, vous Mhm. avez évoqué euh, cette situation dans le cadre d'un de vos dossiers. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qu'une personne, ou en tout cas au-delà de l'influenceur, ce qu'une personne victime dans ce genre de situation peut faire? Alors, elle peut faire plusieurs choses. Elle peut. Alors, le principal point, c'est est-ce que l'auteur des propos est anonyme ou pas? Est-ce qu'il se cache derrière effectivement l'anonymat que permet en apparence Internet ou pas? Si c'est pas le cas, il y a quand même des solutions au travers de la citation directe, par exemple, ou au travers du volet civil des choses. Par contre, s'il y a cette dimension cachée, il va falloir alors soit passer par certaines requêtes spécifiques qui vont permettre de lever l'anonymat et auquel cas de joindre ça à l'action pénale pour pouvoir aider l'autorité publique à poursuivre, soit effectivement se reposer dans le cas de cyberharcèlement par exemple sur des enquêtes pénales qui vont permettre de lever l'anonymat, de qualifier pénalement les infractions et de traduire devant des tribunaux les auteurs de ces propos, par exemple. Et dans ce genre de situation, finalement, quel rôle jouent les plateformes comme Instagram ou TikTok ou Twitch? On avait le cas Alors, les justement. plateformes, elles ont un rôle un peu différent. Il y a des plateformes qui sont très diligentes et qui ne veulent pas de problème. Je pense par exemple à TikTok qui est très diligent sur la suppression des contenus, droit à l'image, droit d'auteur, etc. Il y a des plateformes qui sont plus susceptibles, avec qui le débat est plus compliqué. Je pense par exemple à Meta. C'est vrai que Meta, tant qu'il n'y a pas concrètement une décision de justice, Meta n'est pas spécialement enclin à faire supprimer par exemple des groupes ou autres. Ce qui peut s'entendre aussi sur la question de la liberté d'expression, hein. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un tribunal qui peut venir condamner pour des propos ou pour des faits, voilà, Meta estime que son rôle d'hébergeur, tel qu'il est défini dans le cadre de la loi LCN, est simplement on upload du contenu, nous on modère ce qu'il y a de plus trash, mais le reste, effectivement, on n'a pas à être arbitre de la bien-pensance. Et voilà. Donc le rôle des plateformes, il est pour certaines celle de se dire, à mon avis, nous, on est plus dans une logique économique de développer un maximum, donc on veut éviter d'avoir un peu des casseroles qui traînent, donc on supprime tout, quitte à faire défaut parfois à la liberté d'expression, alors que d'autres plateformes sont plus dans une logique, voilà, nous, on est le garant de plein de choses, et dans ce cadre-là, on respecte la loi, bien évidemment, mais dans la limite de ce qui est fixé, et donc si jamais on nous enjoint de le faire parce que c'est infractionnel, on le fera, mais on ne va pas le faire en anticipé, quoi. C'est notamment une question qui s'était posée à partir de la plateforme, notamment Twitch, hein. Je pense à ça, Mhm. justement, le cyberharcèlement d'une streameuse qui s'appelle, dont le pseudo est Ultia, où effectivement elle Mhm. avait été victime de cyberharcèlement, et je crois pas, à ma connaissance en tout cas, que la plateforme Twitch avait fait grand chose Mhm. pour essayer de limiter ce genre de problème. C'est le cas de Jean Pormanoff et de Kik aussi, qu'on a connu il y a quelques mois, qui est décédé en ligne, même pendant un live, pardon. Voilà, ça fait aussi. Ça se passerait pas sur n'importe quelle plateforme non plus, mais c'est vrai que ça quand même prête à question, quoi. Et justement, puisque vous abordez ce sujet, ça me permet en plus de faire une petite promotion pour le journal le Justice Time qu'on sort tous les mois, où justement dans un des journaux, on avait fait une rubrique criminelle sur cette affaire absolument horrible de cet influenceur qui était malheureusement décédé en ligne. Alors, on a beaucoup parlé de droit de l'influence et de tout ce qui s'en rattache. Faut pas oublier également l'autre branche qui est très importante dans votre profession, pardon, et qu'on a un peu abordé, qui est le droit de la propriété intellectuelle. Et puisque vous intervenez beaucoup dans ce domaine, je souhaitais vous demander, finalement, pour vous, quels sont les grands enjeux actuels dans l'industrie des œuvres protégées par le droit d'auteur? Je pense que l'enjeu majeur, on en a tous conscience, c'est la révolution de l'IA générative et des apports de l'IA. C'est dans quelle mesure est-ce que les auteurs vont pouvoir continuer à protéger leur création
Et cette chaîne de droit, lorsque voilà, en matière musicale, c'est bien établi. Et par exemple, quand on parle de synchronisation, on peut retrouver qui était l'auteur ou le compositeur initial, et toute la chaîne, tout le monde touche à sa juste hauteur la rémunération qui est due. C'est pas le cas avec l'IA aujourd'hui. C'est un des enjeux importants qu'il va falloir juridiquement, auquel il va falloir juridiquement répondre. Après, le problème, c'est que je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. En droit, on a souvent pas forcément un train de retard, mais encore une fois, les choses se font progressivement et il y a parfois des législations qui, lorsqu'elles sortent, ne correspondent plus réellement à la réalité de ce qu'est un produit ou un service à un instant T. J'espère que ce ne sera pas le cas pour l'IA, mais en tout cas, c'est un risque effectivement auquel on fait tous face. Hmm. Et au-delà de cette interrogation de l'IA, comment est-ce qu'un créateur peut protéger efficacement, d'après vous, ses œuvres? Bah, le plus important, c'est de pouvoir attester de l'antériorité de droit dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait à quel moment et qu'est-ce qu'on peut prouver qu'on a fait. Typiquement, voilà, si vous êtes auteur ou compositeur à la SACEM, vous avez des outils comme Music Start qui vous permettent voilà, vous mettez votre fichier dessus et ça permet un peu comme un coffre-fort numérique, de prouver une antériorité. Il y a des formulaires e-dépôt qui existent aussi, qui est un peu la version 2.0 de l'enveloppe e-solo de l'époque. Le plus important, c'est de pouvoir attester qu'on avait des droits antérieurs sur une création. Partant de là, après, on aura toujours le moyen de dérouler un petit peu et de retrouver des justifications, des preuves, des éléments, etc. Mais je pense que voilà, il faut se servir des outils de la blockchain aussi. Ça permet d'aller protéger et ancrer dans la blockchain des créations et des éléments. Donc je pense que ça fait partie de ces éléments qui sont importants pour tout créateur lorsqu'il veut protéger ses créations, quoi. Pour faire un petit détour et en même temps un peu détendre, enfin faire sourire en tout cas ceux qui nous écoutent, dans le cadre de ce podcast, si jamais on arrive à s'exporter autant que faire se peut et toucher une audience plus large, ça veut dire que nous aussi de notre côté, dans l'asso Justice, on a aussi des outils pour protéger nos œuvres. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que votre œuvre, en droit français, elle existe du simple fait de sa création, à partir du moment où elle est suffisamment originale et que vous pouvez, voilà, revendiquer des droits de paternité dessus. Après, la question, par exemple, du podcast, dans le cadre que vous faites, voilà, par exemple, dans le cadre de cet épisode qu'on a préparé, sur lequel que vous avez préparé, effectivement, les droits d'auteur reviennent à celui qui a préparé le conducteur un peu de l'émission. Après, à qui appartient le matériel qui a filmé, etc. L'auteur peut être différent du producteur et de l'interprète qui va prendre la parole et poser des questions. Donc effectivement, il y a plusieurs réparties. Puis même, il y a l'image. Alors, il n'y a pas l'image dans ce cadre-là, mais il pourrait aussi avoir la question de l'image de l'intervieweur, l'image de l'invité aussi. Ça fait partie des différents droits qu'il faudrait clarifier euh, dans le cadre de l'extension du podcast ou si on veut revendre ou autre derrière, quoi. Alors, nous précisons à tous nos auditeurs que ce produit est 100% gratuit et que cette création est 100% originale, bien évidemment. En cas de plagiat, puisque finalement ça pose aussi la question du plagiat, le fait d'utiliser ou de se revendiquer créateur d'une œuvre dont finalement on n'a pas les droits, euh, qu'est-ce qu'un créateur peut concrètement faire? Concrètement, il peut faire des constats, par exemple, par un huissier de justice, des différents plagiats les différentes contrefaçons dont il va pouvoir voir. Alors, ça peut être, je sais pas, s'il fabrique des t-shirts, qu'il les retrouve sur des marchés, un huissier de justice peut se rendre sur un marché, un commissaire de justice, pardon, peut se rendre sur un marché pour voilà, regarder quels sont les éléments qui sont à vendre, etc. Et puis, ensuite, concrètement, la phase amiable, toujours par le biais d'une mise en demeure, essayer de tenter de résoudre les choses. Et puis sinon, il y a, en cas de la contrefaçon, toujours l'action civile ou l'action pénale qui peut être envisagée simultanément. Soit du référé s'il y a des mesures urgentes à avoir. Ça peut être un référé, une procédure 145 aussi. C'est ce qui permet à des commissaires de justice d'aller directement chez l'autre personne pour aller saisir des marchandises ou autre, faire des saisies conservatoires ou autre. C'est tout un tas de mesures préventives avant de parvenir à l'action qui peuvent être envisagées, quoi. D'accord. Et pour faire un parallèle entre le droit de l'affluence dont on a parlé un peu plus tôt et le droit de la propriété intellectuelle, est-ce que pour vous, les réseaux sociaux
peuvent parfois complexifier la protection des œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur. Oui, bien sûr, j'ai un exemple en tête. J'ai un client qui a une des principales chaînes dédiées à l'enfance, par exemple, sur YouTube. Donc, c'est des chaînes éducatives pour les enfants, mais c'est plusieurs millions d'abonnés en France qui voient régulièrement ces contenus captés et remonter de la même manière dans une autre langue, en Inde, au Brésil, etc. Avec des millions effectivement d'abonnés, puisque c'est des pays qui ont des populations locales plus importantes. Et donc forcément, ça génère plus de vues, forcément, ça génère aussi plus d'argent, alors que le concept est repris complètement, tous les éléments de la charte graphique sont repris, etc. Mais le fait que ça soit en Inde et que ça soit dans une juridiction perdue au Brésil, ça complexifie quand même, on ne va pas se cacher, les poursuites. Une question qui est importante pour terminer cette partie. Avec l'émergence et l'évolution très rapide de justement l'intelligence artificielle, on en parlait, comment est-ce que vous voyez, vous, de votre côté, l'évolution de ces deux domaines et du domaine du droit privé de façon plus générale? Comment est-ce que l'IA va modifier notre rapport au travail en tant qu'avocat, on va le dire? Ou Oui, comment est-ce que... Je pense que, je pense que l'IA va arriver à un moment, arriver vraiment solidement à un moment où peut-être il y aura, si vous voulez, des cabinets qui se seront emparés de l'IA et ceux qui ne l'auront pas fait. Je pense que de ne pas le faire quand on est, quand on est plutôt au stade du développement d'un cabinet qu'à la fin de celui-ci, ça serait aller tout droit dans le mur, puisque nécessairement, dans le cadre de la concurrence, c'est des outils qui seront de plus en plus performants, qui seront de plus en plus utilisés. Je pense qu'on ne peut pas passer outre en tant que nouvellement avocat. C'est-à-dire que si j'étais à 10 ans de ma retraite, peut-être que je ne me poserais pas la question de l'IA, mais comme ce n'est pas le cas, nécessairement, il faut s'emparer de ces outils-là, s'aider de ces outils-là, savoir aussi avoir le recul nécessaire, mais je pense que c'est des outils qui seront indispensables dans 10 ans pour tout avocat. donc pour vous, c'est plus un outil que l'avocat peut utiliser que quelque chose qui viendrait, in fine, le supplanter. Complètement, complètement, complètement. Que ce soit pour, enfin, je veux dire, l'IA, il n'y a pas besoin d'avoir fait 8 ans d'études pour classer des pièces. C'est-à-dire que l'IA peut très bien le faire. Il y a, dans le cas de nous, vous voyez, par exemple, quand vous avez nous, on a beaucoup de clients qui nous envoient énormément d'éléments pour savoir ce qu'on en pense avant d'eux. Je pense nécessairement, alors on peut toujours se dire qu'on fait payer 5 heures en amont de conseils pour voir est-ce que derrière on peut faire une action. Mais je pense qu'à l'heure de l'IA, ça sera de plus en plus difficile de proposer à des clients, avant même qu'ils soient clients, avant même qu'ils s'engagent sur une action judiciaire, de leur demander une provision de 5 heures pour simplement étudier leur dossier, là où d'autres conseils vont utiliser les outils mis à disposition par l'IA. Alors bien sûr avec un RGPD complètement verrouillé voilà. Mais je pense que ça va être difficile d'expliquer pourquoi est-ce que certains peuvent vous revenir rapidement sur un dossier et d'autres vont avoir besoin de 5 heures pour étudier l'éventualité de faire quelque chose. D'accord, bah merci en tout cas pour cette précision. Maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, donc à la troisième partie, troisième et dernière partie qui concerne les conseils aux étudiants qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer dans le droit. On a beaucoup d'étudiants en droit hein, qui nous écoutent et qui souhaitent devenir justement plus tard avocat. Et je pense que vous êtes donc en tout cas très bien placé pour leur donner quelques conseils. Aujourd'hui, quels sont finalement les conseils principaux que vous pourriez donner à un étudiant en droit dans le cadre de ses études, dans son parcours et dans ses ambitions futures? Bah, comme on le disait au début, je pense qu'il faut essayer de faire le maximum de stages dès dès le début, en fait. C'est-à-dire des stages on n'est pas obligé de faire des stages de 6 mois alternés ou autres, mais on peut faire des stages de 2 mois, des stages de 3 mois en cours d'année ou l'été, ou si on a une année difficile avec un redoublement, profiter d'avoir des créneaux pour faire ces stages. Ça permet rapidement d'avoir un pied dans le domaine professionnel, de connaître un peu aussi les manières de faire dans les différents cabinets. Ça permet de gagner du temps après pour savoir vers quel cabinet on souhaite s'orienter plutôt qu'un autre, vers quel domaine du droit on souhaite aussi s'orienter plutôt qu'un autre. Et puis, ça permet de, mine de rien, de créer quand même
des relations, des contacts, parce que quand on passe 2, 3, 4 mois avec un maître de stage, qui soit collaborateur, cancel ou associé, c'est toujours aussi le côté humain voilà, alors il y a des gens avec qui ça passe très bien, d'autres avec qui ça passe moins bien, mais c'est jamais dit en tout cas qu'on n'aura pas à un moment des échanges constructifs 5 ou 6 ans plus tard sur un dossier spécifique ou autre, quoi. Donc je pense que c'est important. D'accord. Selon vous, est-ce que c'est important de se spécialiser tôt dans une branche du droit dans le cadre de son exercice? Alors, c'est assez difficile de vous répondre dans la mesure où moi je ne l'ai pas fait. Euh, je, je pense que ça a quand même son intérêt dans des domaines très techniques. Vous allez me dire tous les domaines sont techniques. Je pense par exemple à la fiscalité. C'est vrai que je pense que plus c'est un choix qui est fait tôt, plus ça permet quand même d'acquérir des compétences avec un corps enseignant assez spécifique dessus. Mais vous allez me dire en pays c'est pareil parce qu'en brevet c'est encore plus spécifique que l'API. Donc si vous êtes sûr de votre choix de carrière, je pense que ça peut valoir le coup. Mais par contre, si on hésite encore un petit peu, est-ce qu'on veut faire du corpo ou du fiscal ou autre chose, je pense que ça vaut le coup de rester assez généraliste, quoi. Et dans un secteur qui est de plus en plus concurrentiel, pardon, notamment dans le cadre de la profession d'avocat, on l'a abordé un peu plus tôt, comment est-ce que d'après vous on peut se démarquer de ses confrères? Ou en tout cas faire la différence? Euh, je- je- alors, en tout cas, pour ma part et pour notre cabinet, notre vraie différence vient de notre manière de communiquer, vient et parce qu'on a une communication qui est aussi axée et qui peut parfois être conjointe avec même certains clients. Donc, on peut pas, on est obligé de ressembler un peu à nos clients dans la manière dont on communique aussi pour les convaincre qu'on est les plus à même de traiter leur sujet. Euh, Après, c'est pas quelque chose que l'on force, c'est quelque chose euh, qui fait partie de nous. C'est-à-dire qu'on joue pas un rôle en se présentant de la sorte. Simplement, on communique comme on a envie de communiquer. Ça correspond, à mon avis, pas à 90% des praticiens, mais c'est en tout cas notre envie de faire comme ça. On n'avait pas, si vous voulez, envie de rentrer particulièrement dans un moule qui semblait être imposé. Après, voilà, on a un code déontologique qui est très clair et très strict, avec des règles en matière de publicité qui sont très strictes aussi. Après, je pense qu'il y a quand même une marge un peu de manœuvre dans ce cadre-là très strict. Après, on est libre un peu de communiquer comme on le souhaite. Et en tout cas, pour ma part, de communiquer comme nos clients, là où nos clients nous attendent aussi, quoi. C'est vrai qu'en matière de mode de communication, on voit de plus en plus d'avocats qui se lancent sur les réseaux sociaux et qui peuvent soit avoir quelques chroniques pour répondre à des questions ou Mhm. raconter quelques anecdotes sur leurs affaires. Vous, C'est ça. dans votre cas, vous le faites? Alors, nous, on a plusieurs manières de faire. On donne effectivement des anecdotes. Enfin, oui, on donne un peu des recommandations sur certains types de sujets spécifiques, tel type de contrat dans la musique, tel litige entre associés, voici, etc. On ne parle pas spécifiquement de cas qu'on a pu avoir, c'est vrai, mais ce qu'on fait aussi beaucoup, ça va être des interviews, des podcasts, par exemple, avec des clients qui sont des créateurs de contenu qui ont des communautés importantes. Donc ça permet aussi d'avoir un relais assez efficace. Et c'est des gens en fait voilà qu'on a envie avec qui on a envie d'échanger, qu'on a envie d'interviewer et on sait que leur audience est toujours intéressée par cet aspect-là de leur métier qu'ils connaissent pas forcément. Voilà, c'est un petit peu la ligne qu'on a, c'est-à-dire à la fois de la mise en avant de certains concepts juridiques pour aider ceux qui nous suivent, et puis d'un autre côté, faire des formats longs avec avec des créateurs, par exemple, des sportifs, des artistes ou autres, qui ont des parcours inspirants et qui voilà, ont des problématiques à la fois personnelles, à la fois business et autres. Par contre, la limite, effectivement, avec les réseaux sociaux, et ça, on l'a vu aussi, on l'a vu chez d'autres confrères, c'est que je pense qu'il y a une limite toujours à respecter, au-delà simplement de la dignité que se doit d'avoir tout avocat dans le cadre du serment qu'il a prêté, mais il faut faire attention à pas tomber non plus dans le ridicule. Et
parfois, quand on se promène un peu sur les réseaux sociaux, on peut voir des choses, ou on a pu voir en tout cas par le passé des choses qui étaient à la limite euh, qui étaient à la limite un peu du ridicule, je pense. Avec des mises en scène, des trends, etc. Je pense qu'il faut quand même rester un minimum. Voilà. Il y a quand même un minimum à avoir. Ouais, on peut notamment penser aux avocats dans le cadre de l'affaire Gisèle Pellico, Exactement. où Ouais, alors exactement. c'était long, c'était pas ridicule, mais pour le coup ça avait beaucoup choqué l'opinion publique. Oui, oui, les prises de parole avaient pu choquer. Oui, je pensais plus sur le cas c'était ridicule, je pensais plus à d'autres choses. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur la fête Gisèle Pellico, il y avait eu il y avait une consoeur qui avait été, voilà, qui prenait la parole d'une certaine manière, qui n'avait pas plu, en tout cas, à l'ordre. Pour résumer, si vous aviez un conseil en un mot à destination des étudiants, ce serait lequel? Euh, ça serait de, ça serait de pas trop stresser, je pense, par rapport au futur. Et de se dire qu'aucun choix n'est définitif, que aucun échec n'aura nécessairement un impact sur la suite, et un petit peu de légèreté et un peu de souplesse quand même dans tout ça. C'est déjà des domaines qui sont assez stressants, des études qui sont longues. Voilà, et ça demande quand même des moyens de pouvoir tenir des études aussi longues. Donc il y a parfois des gens qui doivent travailler à côté, etc. Je pense qu'il faut pas oublier que tout n'est pas écrit dès le départ. C'est pas parce qu'on n'a pas une bonne note sur un semestre ou qu'on redouble que c'est définitif. C'est pas parce qu'on n'a pas tel master que c'est fini. C'est pas parce que voilà, il y a énormément de manières de faire et il faut pas voilà, il faut quand même relativiser un petit peu et rien n'est figé quoi. On peut toujours se retourner. Ça fait un peu plus d'un mot, mais pour le coup, pour un conseil de cet ordre, je comprends qu'il a été développé et encore merci pour tout ça. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions, maître. Mais je vous en prie, merci de votre invitation. On pourra retrouver donc tous les liens relatifs à votre cabinet donc dans la description de cet épisode. Merci. Voilà ce qui pourra permettre éventuellement aux étudiants potentiellement intéressés de vous contacter pour des stages, qui sait, ou alors pour vous dire à quel Ouais, bien point vous sûr. avez Tout à été, fait. à quel point vous avez été gentil et cool dans cet épisode. Ben, merci beaucoup. Oui, n'hésitez pas pour des stages. On sort régulièrement des stagiaires élèves avocats ou même des stagiaires en master 1, master 2 tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas. D'accord, ben merci en tout cas votre message est bien transmis. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que l'entretien avec Maître Bigojoli a été aussi plaisant pour vous à écouter que l'association de justice a eu plaisir à échanger avec Maître Bigojoli et à préparer cet entretien avec lui. Vous pouvez retrouver tous les liens relatifs à son cabinet dans la description de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, commenter celui-ci et également retrouver la liste de tous les autres épisodes sur la page Justice de votre application de streaming préférée. En attendant, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de J comme Justice.